Bonjour et bienvenue. Dans notre société moderne, nous entendons beaucoup parler de l'importance de vivre en accord avec ses valeurs, de fixer des limites saines et de cultiver des relations équilibrées. Ce sont des concepts merveilleux, des idéaux vers lesquels nous aspirons tous. Mais toute cette belle théorie s'effondre brutalement lorsque l'on est confronté à la réalité d'un système familial narcissique. Comment une personne peut-elle vivre en accord avec ses valeurs quand le système lui-même est conçu pour les détruire ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question fondamentale. Comment une relation avec une personnalité narcissique façonne, et souvent démolit, l'estime de soi. C'est un sujet à double facette, car il concerne autant la personne qui adopte un comportement narcissique que celle qui le subit. Commençons par déconstruire un mythe tenace, celui de l'individu narcissique à l'estime de soi surdimensionnée. L'idée reçue veut que ces personnes s'aiment plus que tout, qu'elles se vantent constamment et affichent une grandiosité à toute épreuve. Certains pensent même que le narcissisme est un trouble de l'estime de soi, mais dans le sens d'un excès. La réalité, observée par les spécialistes, est bien plus complexe. Ce que nous voyons chez les personnalités narcissiques n'est pas une haute estime de soi, mais plutôt une estime de soi déformée. Par moments, ils se perçoivent de manière incroyablement enflée. Ils sont les meilleurs, les plus grands, les plus intelligents. Personne ne peut les égaler. Cette perception erronée peut s'étendre à leurs relations. Ils se voient comme un partenaire idéal, un ami parfait, empathique, généreux. Cette phase d'inflation narcissique se produit généralement lorsqu'ils se sentent approvisionnés, c'est-à-dire quand les choses vont dans leur sens, qu'ils reçoivent l'admiration et l'attention qu'ils recherchent. C'est à ce moment-là que l'on observe cette confiance en soi hypertrophiée, presque théâtrale. Cela se manifeste aussi lors des phases de love bombing, ou bombardement d'amour, quand ils cherchent à séduire une nouvelle cible, ou lorsqu'ils tentent de convaincre quelqu'un dans le monde des affaires. Mais, et il y a toujours un « mais » crucial. Cette confiance apparente est un château de cartes. Chez une personne saine, l'estime de soi est stable et réaliste. Chez une personne narcissique, elle est entièrement dépendante de facteurs externes. Si les événements de la vie ne se déroulent pas exactement comme ils estiment y avoir droit, vous assisterez à un effondrement spectaculaire. Leur estime de soi s'écrase, et ils se transforment instantanément en victimes. Tout devient terrible, rien ne sera plus jamais bon, le monde est contre eux. Si vous êtes en relation avec eux pendant une de ces phases de déclin, vous vous sentirez probablement obligé de les réconforter, de les rassurer, de leur remonter le moral. Tout en gardant à l'esprit qu'ils ne feraient jamais, au grand jamais, la même chose pour vous. Votre empathie pourrait même être décuplée, car ce crash est en contraste si violent avec leur attitude habituelle du « je suis le meilleur, rien ne m'atteint ». Leur estime de soi est si volatile qu'ils peuvent se sentir rois du monde à 9 heures du matin, et à l'heure du déjeuner, être convaincus que l'univers est un endroit horrible qui ne comprendra jamais leur grandeur et que leur vie sera toujours injuste. Donc, pour résumer, le narcissisme n'est pas une question de haute estime de soi. Il est plus juste de la décrire comme une estime de soi fragile, réactive, instable et profondément déformée. Mais il y a une autre facette de cette équation, et sans doute la plus importante pour beaucoup d'entre vous qui écoutez. Qu'en est-il de votre estime de soi, vous qui êtes ou avez été dans une relation narcissique? Là encore, la sagesse populaire se trompe lourdement. Elle suppose que les personnes qui entrent dans ce type de relation ont, à la base, une faible estime d'elles-mêmes. Ce n'est pas nécessairement vrai. Au contraire, beaucoup de gens qui se retrouvent piégés étaient au sommet de leur forme au début de la relation. Vous étiez peut-être confiant, brillant, plein de vie. C'est peut-être précisément ce qui a attiré la personne narcissique. Quand elle choisit quelqu'un, c'est parce que cette personne lui apporte quelque chose, un approvisionnement narcissique, et souvent un statut social. Votre succès, votre joie de vivre, votre lumière les rendaient plus attractifs par association. Ce qui arrive à notre estime de soi une fois que nous sommes dans la relation est une toute autre histoire. C'est un processus d'érosion lente et méthodique. Si une personne entre dans la relation avec une estime de soi déjà fragile, elle sera plus susceptible d'y rester coincée. La dévalorisation et l'invalidation constante sembleront plus plausibles. L'autocritique deviendra un réflexe. L'idée que « je ne suis pas assez bien » est déjà là, et la relation ne fait que la confirmer. On peut se sentir incapable de trouver mieux que quelqu'un qui nous traite ainsi.
Mais que se passe-t-il si vous arrivez avec une estime de soi saine et solide? Une relation narcissique peut-elle la déstabiliser? La réponse, malheureusement, est un oui retentissant. Le piège est le suivant. Quand nous aimons quelqu'un et que nous croyons qu'il nous aime en retour, nous faisons confiance à ses paroles. Son opinion a plus de poids que celle de n'importe qui d'autre. Si vous ne connaissiez pas le concept de narcissisme, et si c'était un parent, il était impossible de le savoir. Vous avez peu à peu commencé à croire à leurs critiques. Cela ronge notre estime de soi parce que nous ne pouvons plus être nous-mêmes. Si nous nous montrons sous notre vrai jour, notre moi authentique, nous sommes immédiatement rabaissés, humiliés, traités d'ingrats, d'égoïstes, de capricieux. Pour continuer à être aimés, nous nous taisons. Nous cessons d'être nous-mêmes et nous devenons ce que la personne narcissique veut que nous soyons. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est inévitable. Et lorsque ce processus dure assez longtemps, peu importe à quel point votre estime de vous-même était saine au départ, elle sera inévitablement érodée. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, votre saine estime de vous-même représente une menace. Une personne qui s'estime ne se laisse pas maltraiter indéfiniment. Alors, nous sommes endoctrinés à nous faire tout petits, pour ne jamais donner l'impression à la personne narcissique qu'elle est inférieure ou que nous sommes en compétition avec elle. La bonne nouvelle, c'est qu'en sortant de la relation, l'estime de soi peut se reconstruire. Plus elle était stable et juste au départ, plus le processus de guérison sera fluide. Rappelez-vous, avoir une bonne estime de soi ne signifie pas se croire parfait. Cela signifie se voir avec lucidité, reconnaître ses forces et ses faiblesses, et se valoriser en tant qu'être humain, malgré tout. C'est être capable de voir un événement négatif comme un simple événement négatif, et non comme la preuve que vous êtes une mauvaise personne qui a mérité ce qui lui arrive. L'estime de soi revient lentement. Moins vous passez de temps avec la personne narcissique, mieux c'est. Moins vous êtes exposé à la manipulation psychologique, au déni de votre réalité, à le rond projeté sur vous et à l'invalidation, plus vite vous guérirez. Même si vous devez encore les côtoyer, le fait d'avoir des soutiens dans votre vie, des amis, une famille, un thérapeute qui vous voit tel que vous êtes, avec amour et empathie, peut faire toute la différence. Mais je ne vais pas minimiser la difficulté. Plus la relation a duré, et plus vous étiez jeune quand l'abus a commencé, plus les racines du mal sont profondes. Ces perceptions négatives de vous-même referont surface dans les moments de vulnérabilité. Ayez de la compassion pour vous-même lorsque cela se produit. Prenez le temps de vous recalibrer. Ces voix intériorisées sont un fardeau terrible, mais elles peuvent aussi devenir une source d'humilité et de force. Retrouver une perception juste de soi après un abus narcissique prend du temps. Le blâme de soi persiste, comme une tache de brûlé au fond d'une casserole, difficile à nettoyer. Le doute peut nous paralyser dans nos décisions, nous laissant ruminer sans fin. La guérison prend toujours du temps. Mais je vous le promets, à mesure que la balance penche de nouveau du côté du soutien et de l'empathie, et loin de l'invalidation, vous retrouverez votre centre et cette saine estime de vous. À mesure que votre estime de vous-même se rétablit, vous aurez le sentiment de les laisser derrière vous. Même si vous restez physiquement dans la relation, en travaillant sur vous-même, vous sentirez une distance se créer. Cela peut parfois susciter un sentiment de culpabilité du survivant. Mais je vous en prie, ne tendez pas la main pour redescendre à leur niveau. La survie est un droit. Et la guérison, plus encore. Parlons maintenant de ce qui est arrivé à vos besoins. Où sont-ils passés? Cela nous amène au concept de la personne sans besoin. C'est l'archétype de ce que la personne narcissique désire plus que tout, même si elle ne le formulerait jamais ainsi. La personne sans besoin est celle qui n'exprime jamais rien, qui fait toujours passer les désirs des autres avant les siens. Elle a été conditionnée à croire que ne rien demander et se sacrifier pour les autres est une vertu. Ou, plus tragiquement, elle a appris qu'être sans besoin est la seule façon de survivre. Ne pas avoir de besoin peut être une réponse traumatique. Si je deviens ce que l'autre veut que je sois, alors je suis en sécurité, je suis connecté, je suis aimé. C'est une stratégie de survie tragique, mais terriblement efficace. Et ne vous méprenez pas, ce phénomène n'existe pas seulement dans des cultures autoritaires ou très traditionnelles. Il est partout autour de nous. Pensez à toutes ces personnes, peut-être même vous, qui se décrivent comme faciles à vivre. Je n'ai besoin de rien. Je ne demande jamais rien. Je m'adapte à tout.
C'est la version moderne de la personne sans besoin. Notre culture a tordu cette idée pour en faire un idéal. Être flexible, cool, adaptable, c'est être une personne désirable. Vous pouvez voir comment une personne forte, qui valorise sa capacité à être autonome, peut se retrouver horriblement piégée. Elle pense que le fait d'être facile la rend plus aimable. Mais dans une relation narcissique, je vous promets qu'un jour ou l'autre, on vous reprochera d'avoir un besoin, aussi minime soit-il. La personne sans besoin est un triste artefact de l'histoire. Elle peut naître dans l'enfance, avec un parent narcissique qui envoie le message « N'ai aucun besoin, deviens ce que je veux, et je t'aimerai ». L'enfant apprend à renoncer à ses propres désirs pour maintenir le lien. Ce schéma peut se poursuivre à l'âge adulte. Avec le temps, la personne sans besoin est plus susceptible de rester coincée, car la dynamique toxique de la relation n'est jamais remise en question. Mais cela a un coût immense. Un stress chronique et l'absence totale de satisfaction de ses propres besoins peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale. Des études montrent des liens avec les maladies auto-immunes. Vous pensez être cool, mais votre corps accumule le stress et vous en payez le prix. Le contraire de « sans besoin » n'est pas dépendant ou capricieux, comme on voudrait nous le faire croire. Le contraire de « sans besoin », c'est être conscient de soi et faire preuve d'autocompassion. Aucun être humain ne devrait exister uniquement au service d'un autre. Nous avons tous le droit fondamental d'être nous-mêmes. La guérison implique de redécouvrir quels sont vos besoins. De la température de l'eau que vous buvez à la façon dont vous avez besoin de communiquer pour vous sentir en sécurité. Identifiez ces besoins et trouvez des espaces où vous pouvez les exprimer en toute sécurité. Cela nous amène à une histoire longue mais essentielle pour comprendre le paradoxe des valeurs dans un système narcissique. Imaginez une femme. Elle a travaillé sans relâche toute sa vie. Elle a payé ses propres études, a réussi dans un secteur ultra compétitif, a pris des risques qui ont payé. Elle a divorcé d'un mari narcissique, un processus coûteux et douloureux, et a élevé ses enfants tout en lui versant une pension. Après 30 ans d'un travail acharné, elle a atteint une reconnaissance quasi internationale et une aisance financière. Pas immensément riche, mais bien plus que ce qu'elle avait connu dans son enfance. Sa famille d'origine, cependant, était restée dans la précarité. C'était un système familial profondément toxique. Personne ne l'avait jamais encouragée. Quand elle a finalement réussi, leur attitude a été « Tu nous le dois. Tu as eu de la chance, et nous luttons ». Ils exigeaient qu'elle paie leur loyer, finance leurs projets commerciaux absurdes, achète leur voiture. La culpabilité la motivait. Une sorte de culpabilité du survivant. Elle avait réussi, et pas eux. Même s'il était évident pour n'importe quel observateur extérieur qu'elle avait travaillé dur et honnêtement, alors que passaient leur temps à se plaindre. Les vieux schémas, les liens traumatiques, la culpabilité. Tout cela la poussait à leur donner de l'argent. Pendant des années, elle a dépensé des sommes folles pour essayer de les aider. Arrivée à la soixantaine, elle voulait ralentir, profiter de ce qu'elle avait construit. Mais sa famille ne s'en était jamais sortie. Les enfants à qui elle avait payé l'université avaient abandonné. Ils se faisaient renvoyer de leurs emplois. Ils saccageaient les appartements qu'elle leur louait. Le système était composé de personnalités manipulatrices, narcissiques, qui ne prenaient aucune responsabilité. Ils estimaient tous qu'elle leur devait quelque chose. En vieillissant, elle se sentait particulièrement responsable de sa mère et de sa tante, deux femmes âgées qui avaient eu des vies difficiles et qui, elles-mêmes, entretenaient la dépendance de leurs propres enfants adultes. Elle a trouvé pour elle une résidence offrant des soins, des repas, un environnement sécurisé, et a proposé de tout payer. Mais la mère et la tante ont refusé de déménager. Non pas que l'endroit ne leur plaisait pas, mais parce qu'en partant, leurs enfants adultes, des parasites vivant à leur crochet, se retrouveraient à la rue. La femme était dans une impasse. Pour prendre sa retraite, elle devait gérer son argent différemment. Elle pouvait se permettre de payer la résidence pour sa mère et sa tante, mais pas de continuer à entretenir la maison et les appartements où vivaient aussi tous les autres. Sa proposition était logique, généreuse et responsable. Mais face au refus, elle a dû commencer à couper les vivres. Petit à petit. Plus d'argent liquide, car il était immédiatement donné aux enfants. Elle a coupé Internet.
Elle a remplacé leur forfait de téléphone portable par de simples téléphones d'urgence. Le train de la gratuité s'arrêtait. Le deuil pour cette femme était immense. Elle avait l'impression de renoncer à l'une de ses valeurs fondamentales, le devoir de prendre soin de ses aînés. Et la famille, bien sûr, l'a accusée d'être égoïste, de les abandonner. C'est là que le discours sur les « limites » devient ridicule. Cette femme a posé ce qu'on pourrait appeler une limite. Et cette limite allait directement à l'encontre de son propre système de valeurs, de son identité. Ne pas prendre soin de sa mère et de sa tante était pour elle une violation de qui elle était. Son processus de guérison consistait à se reconnecter à ses valeurs. Mais en même temps, sa survie financière et mentale exigeait qu'elle agisse à l'encontre de ces mêmes valeurs. Voilà le paradoxe. Dans ces familles, il n'y a pas de bonnes choses à faire. Quoi qu'elle fasse, elle perdait. Elle a compris que sa mère et sa tante choisissaient la partie la plus toxique de la famille, au détriment de celle qui avait rendu leur vie possible pendant des décennies. Et elle a dû accepter que le dernier chapitre de leur histoire commune serait celui où elle passerait pour la méchante, l'égoïste qui les a abandonnés. Ce dilemme illustre la complexité de la guérison. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner. Il s'agit de devoir parfois sacrifier une partie de ce que nous croyons être pour pouvoir nous sauver. Alors, comment avancer? Comment rencontrer de nouvelles personnes après une telle expérience? C'est l'une des choses les plus difficiles. Le désir naturel et sain d'être en relation se heurte à la terreur absolue d'être trahi, blessé et confus à nouveau. On se sent comme un yo-yo. Je veux aimer et être aimé, puis j'ai peur des relations. On est coincé dans un purgatoire, aspirant à la proximité mais ne trouvant la sécurité que dans la solitude. Pour avancer, il faut développer son discernement. Mais le discernement exige de se faire confiance. Et après une relation narcissique, on ne se fait plus confiance. On pense, mon jugement est nul. C'est moi qui suis retourné dans cette relation toxique. Le discernement, c'est apprendre à se déplacer lentement. Écouter son corps. Observer les schémas de comportement, pas seulement les paroles. Et oui, parfois, il faut un peu de temps pour voir clair. Mais quand vous voyez un signal d'alarme, soyez prêt à vous désengager. Pas brutalement, mais en prenant quelques pas de recul, en observant davantage. Le plus grand danger est de surcompenser. Après avoir été si souvent blessé, on peut développer une politique de tolérance zéro. La moindre erreur de l'autre, un retard, un rendez-vous annulé pour cause de maladie, et c'est fini, on bloque la personne. Ce n'est pas du discernement. C'est de la recherche de sécurité post-traumatique. C'est compréhensible, mais cela vous empêchera de construire toute nouvelle relation, car tout le monde fait des erreurs. Le véritable discernement se trouve dans la nuance. Il ne s'agit pas d'ignorer les signaux d'alarme, mais de faire la différence entre une erreur humaine et un schéma de comportement toxique. La clé n'est pas l'erreur elle-même, mais la réaction qui suit. La réparation. Une personne saine qui annule un rendez-vous dira « Je suis vraiment désolé, je suis malade et je ne veux pas te contaminer. Mais j'aimerais beaucoup te voir. Pouvons-nous fixer une date précise pour la semaine prochaine? Je m'excuse pour ce changement de dernière minute. » Une personne toxique vous dira qu'elle est malade, puis se mettra en colère si vous exprimez votre déception. Ou elle mentira. Il n'y aura pas de tentative sincère de réparation du lien. Après une relation narcissique, on apprend qu'une erreur signifie la fin. Mais les relations saines ne sont pas noires ou blanches. L'amour et la connexion se produisent dans les zones de gris. La guérison, c'est apprendre à tolérer l'anxiété de cette zone grise, en sachant que vous êtes maintenant équipé pour reconnaître la différence entre une erreur et un abus. Cela demande du temps, du soutien, et beaucoup de compassion envers soi-même. Mais c'est le chemin pour retrouver non seulement une saine estime de soi, mais aussi la capacité de se connecter à nouveau, de manière plus sage et plus authentique. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. Vous pourriez, sans le savoir, aider quelqu'un d'autre à mettre des mots sur sa propre histoire et à commencer